Emmanuel, bonjour. Bonjour Pascal. Merci de revenir une nouvelle fois. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Tu avais inauguré le format Face au Toucan à l'époque. On va quand même, pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être commencer par te présenter. Oui, déjà merci pour l'invitation. Heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. Donc, me présenter. Une vie chez Orange, bientôt une trentaine d'années. Avec plein de métiers différents. 15 ans dans le domaine commercial, avec la relation client, B2B, B2C, voilà. Ensuite, de la gestion de projet, sans transition. Et la découverte du monde de l'IT, donc le monde de l'informatique, du cloud, de la cybersécu, de l'intelligence artificielle et tous ces métiers. Et puis une petite graine qui a poussé en moi sur la fonction des ressources humaines. Donc maintenant, métier que j'exerce depuis une petite dizaine d'années au sein de l'entreprise Orange. Donc spécifiquement sur le recrutement, l'accompagnement, le développement managérial. Sachant que quand on parle de ressources humaines, c'est un océan vaste, voilà, et j'en ai exploré à date qu'une petite partie. Et puis 30 ans au sein d'une même entreprise, c'est une longue et belle histoire, donc avec ces moments de réflexion aussi. Et Orange a sorti un dispositif il y a maintenant 2 ans, lors du dernier accord intergénérationnel qui a été signé en décembre 2021, le congé de respiration. Donc là, j'ai fait waouh. Je me suis intéressée au sujet, sachant que j'étais en pleine introspection de la suite de mon avenir professionnel. Et donc j'ai monté mon projet l'idée du congé de respiration, c'est donc un dispositif qui permet aux gens, aux salariés d'une entreprise qui ont un certain niveau d'expérience et puis une certaine ancienneté, d'aller respirer, comme son nom l'indique. Pour une fois, le marketing était bien pensé, d'aller respirer et développer de nouvelles compétences sur un tout autre sujet. Et puis le temps alors chez Orange, c'est entre 3 mois minimum et 1 an maximum, pour ensuite revenir au sein de l'entreprise, grandir, ressourcer, revitaminer et plein de nouvelles compétences. Alors justement, parce que ça fait partie des choses, tu parlais de marketing, finalement de marketing RH. Pour certains, il y a une vision un peu critique de ce vocable pause respiration. C'est donner l'impression que chez Orange, la pression serait telle qu'on se sent mal à l'aise ou qu'on vive un mal-être tel qu'on a besoin d'aller respirer ailleurs. Il y a aussi le procès d'intention du côté de l'entreprise de chercher à se débarrasser des gens en se disant que s'ils réussissent ce qu'ils entreprennent ailleurs, ils n'auront pas l'envie de revenir et ça fera des effectifs diminués à bon compte. Alors, ton expérience à toi de cette année de respiration, comment les choses se sont-elles passées? D'abord, qu'est-ce que tu as fait pendant cette année et quelles leçons ou quels enseignements tu en tires? Alors, je vais rebondir déjà sur ce fameux marketing RH, parce que quand je l'ai vu, congé de respiration en tant que tel, 1 an en arrière, 1 an et demi maintenant en arrière, je l'ai pensé ma réflexion, ça a été de dire respiration, ouais, génial, je vais aller respirer un peu ailleurs. Alors non pas au sens comme tu l'évoques de dire j'étais pas bien et je ressentais le besoin d'aller voir autre chose ailleurs, mais plutôt dans une dynamique de je vais aller apprendre de nouvelles choses et découvrir un nouvel horizon. Et justement, j'ai écrit un article la semaine dernière pour faire un petit peu un bilan de cette année, et
Et naturellement, en fait, ce congé de respiration, je l'ai rebaptisé de mon propre chef. Au bout d'un an, effectivement, je pense que déjà le terme congé implique un petit peu ce côté vacances, oui, congé, vacances. Or, j'ai tout fait sauf été en vacances pendant un an, donc déjà peut-être que le terme voilà, mériterait d'être baptisé. Et puis respiration, oui, mais finalement plutôt temps d'inspiration, temps de réflexion, temps d'introspection. En fait, c'est ce que j'ai fait toute cette année. Voilà, j'ai introspecté, j'ai exploré, j'ai été inspirée. Et voilà, aujourd'hui, un an après, je le rebaptiserai plutôt sous ces intitulés que congé de respiration à proprement dit. Voilà, pour revenir sur le sujet, comme quoi rien n'est figé et que tout peut et doit évoluer, et alors encore plus dans la fonction RH, rapidement. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien en fait, un sujet qui me tient à cœur, indépendamment d'Orange et des métiers que j'ai pu exercer, c'est l'enseignement. Pour la petite histoire, il y a une quinzaine d'années, je m'étais retrouvée un peu dans une même posture côté Orange, parce que l'entreprise se restructurait, mon métier évoluait, et j'étais partie, j'avais fait l'IUFM pendant un an. À l'époque, je n'avais pas abouti au concours, donc j'avais réintégré Orange et j'étais repartie sur d'autres sujets. Mais voilà, c'était dans un petit coin de la tête bien ancré. Et puis en basculant côté filière RH sur le recrutement, l'accompagnement, le développement des collaborateurs, c'est là où j'ai retouché un petit peu du doigt voilà, cette notion de pédagogie, de transmission, d'accompagnement. Et puis étant sur le sujet du recrutement au sein d'Orange, j'ai noué notamment sur le territoire des liens étroits avec les écoles, les partenaires institutionnels, que ce soit l'APEC, Pôle emploi, toutes les écoles du territoire chez lesquelles on va recruter nos alternants ou nos stagiaires, que ce soit de niveau bac à bac plus 5. Et en fait, des fois, les planètes s'alignent. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas, puisque entre le moment où je me suis intéressée au congé de respiration et puis j'ai commencé à réfléchir à un projet, j'ai pris quelques contacts du coup avec les universités, les écoles partenaires. Et un matin, j'ai reçu un coup de fil du directeur de l'IUT qui m'a dit, puisque, alors oui, de par mes fonctions au sein du groupe Orange, je suis membre du conseil de l'institut de l'IUT. Et donc son directeur m'a appelé un matin en me disant « Emmanuel, il y a votre DRH national qui est en train de parler à la radio du congé de respiration. C'est génial, est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un on a un besoin d'enseignement dans le domaine des ressources humaines. » Et là, ça a été magique. J'ai dit « Bah si, moi !» Voilà, donc c'était un mardi matin, le mercredi soir, on s'est vu avec Jean-Christophe Boisse et voilà. Et du coup, le reste a été assez rapidement. Donc il se trouvait qu'ils avaient un besoin spécifique de professeur d'enseignement dans la fonction des ressources humaines. Donc on a mis sur le papier le projet que j'ai porté au niveau du groupe Orange après par le processus convenu et donc depuis le 1er septembre 2022 je suis enseignante à l'IUT, donc Nice-Côte d'Azur, dans le département BUT-GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, et plus spécifiquement sur le parcours, donc ressources humaines. Voilà. La manière dont les choses se sont passées sur la construction du programme, puisque je suppose que un enseignant de l'éducation nationale n'arrive pas les mains dans les poches et le nez en l'air, même aussi compétent soit-il ou soit-elle.
Comment ça s'est passé et quel a été le cahier des charges en fait de ce programme? Quelles étaient les latitudes dont tu disposais? Qu'est-ce que tu as pu apporter toi de ton expérience et de tes compétences, et qu'est-ce qui a été construit ou en tout cas proposé voire imposé par l'établissement? Alors pour faire un petit peu la chronologie, donc mes échanges avec donc l'IUT sont faits en avril-mai. J'ai été présentée au chef de département Nicolas Bernard de GEA courant mai. Et fin juin, Nicolas m'a invité à la journée pédagogique des enseignants qui fait chaque année pour clôturer un petit peu l'année. Donc j'ai trouvé ça génial parce que ça a été, l'idée c'était de me présenter un petit peu au reste de l'équipe et puis me permettre aussi un peu de toucher du doigt le sujet. L'ensemble du cahier des charges du programme m'a été remis, des modules, des objectifs pédagogiques, ce que devaient apprendre les étudiants. Et puis j'ai eu tout l'été pour me préparer un petit peu au sujet. Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié et ce que j'apprécie effectivement à l'IUT, c'est que la latitude est grande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de format imposé, que ça soit... il y a un cadre, bien évidemment, mais sur les formats d'enseignement, d'évaluation, ça reste très souple et vraiment propre à chaque enseignant. Donc, dans mon cas, ce que j'ai trouvé génial, puisque ça m'a permis d'aller explorer énormément de choses différentes. Les étudiants, je les ai majoritairement par créneau de 3 ou 4 heures d'affilée, ce qui peut être très long, aussi bien pour l'enseignant que pour les étudiants, si on est sur un format traditionnel descendant. Donc du coup, il a fallu que je me challenge autant sur le fond que sur la forme. Et du coup, petit exemple de ce que j'ai pu apporter, on a instauré un format carte blanche. C'est-à-dire, l'objectif était, quand on a 4 heures ensemble, c'est comment on fait en sorte que ces 4 heures soient vivantes, interactives. Et du coup, l'idée, c'était d'inviter des personnes en lien avec notre sujet du moment. Alors, soit elles m'étaient proposées par les étudiants, parce qu'ils avaient Alors, les étudiants que j'avais, moi, étaient des alternants cette année. Je n'avais que des alternants, donc tous salariés d'entreprise aussi. Donc, soit dans leur cercle, ils avaient des gens à proposer qu'ils évaluaient pertinents pour le contenu. À chaque fois, c'était à double entrée, c'est-à-dire il y avait l'intérêt du parcours de la personne, et puis il y avait l'intérêt de son expérience aussi en lien avec notre sujet traité du moment. Donc soit c'était les étudiants qui me proposaient des personnes, soit moi-même j'allais puiser dans mon cercle de relations. Donc ce qui fait qu'en moyenne, une fois tous les 15 jours, on avait ce format carte blanche qui était un petit peu la bulle d'oxygène indépendamment du cours et qui venait nourrir en même temps ce cours. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place aussi? J'ai un atelier sur l'agilité. À un moment donné, un élève, Madame, c'est quoi l'agilité? C'est une bonne question. C'est un terme aujourd'hui qu'on retrouve à peu près partout, et encore plus au sein de la fonction RH avec ce qui s'est passé, la Covid, etc. Donc, ok, parlons de l'agilité. Et pour ce faire, je me suis moi-même entourée de professionnels, de gens spécialistes du sujet, et proposé donc aux étudiants de vivre pendant 3 heures un atelier sur l'agilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Je les ai immergés en entreprise pendant une journée sur le sujet de l'impact de l'IA dans la fonction RH. Ok, et let's go. Donc là, je les ai embarqués au sein de l'entreprise Orange. J'ai fait intervenir des professionnels. Déjà, premier sujet, qu'est-ce que l'IA?
parce que tout le monde parle d'IA, mais qu'est-ce que c'est véritablement? Et je ne suis pas convaincue que bon nombre d'entre nous sachent répondre de façon pertinente. Donc une petite vulgarisation de qu'est-ce que l'IA. Et puis l'IA et son impact sur la fonction RH. Donc là, je me suis servi des experts que nous avons chez Orange pour venir témoigner. Et puis en même temps, à chaque fois, présenter aussi leur parcours. On se rend compte que, et spécifiquement dans la fonction RH, il n'y a pas un parcours type pour travailler non plus dans les ressources humaines. Et ça, c'était important pour moi de faire passer ce message aussi aux étudiants. Ok, il y a des études, on peut faire un BUT, option RH, on peut enchaîner avec des masters dans le domaine des ressources humaines. Mais véritablement, est-ce qu'il y a un parcours type finalement pour devenir DRH ou travailler dans les RH? Et ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'un bon DRH ou qu'est-ce que véritablement une personne qui travaille dans les ressources humaines. Et en fait, ça a été un petit peu mon fil rouge tout au long de l'année. Pour moi, la fonction des ressources humaines, c'est une posture. Presque plus qu'une... Enfin, en tout cas autant qu'une expertise. Bien évidemment, la fonction RH, c'est le droit du travail, c'est les relations sociales, c'est la qualité de vie au travail, c'est le développement des compétences, c'est la gestion des talents, c'est le recrutement. Voilà, c'est toutes ces notions fondamentales, mais c'est aussi comment j'incarne la posture, une posture humaine avec mes collaborateurs, qui va faire dire oui, cette personne, ok, elle travaille dans les ressources humaines, mais elle transpire les ressources humaines aussi, elle les incarne. C'est la question qui émergeait là, en t'écoutant. C'est ton parcours donc, a été commercial, notamment dans le B2B. Tu as fait du management. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement, et est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences finalement entre ces relations humaines commerciales, ces relations humaines dans le management et les relations humaines dans l'enseignement? Est-ce que tu y vois des points communs? Est-ce que tu y vois justement cette humanité entre guillemets, ou en tout cas cette inclination vers la relation interpersonnelle et humaine? Comment tu le définirais? Typiquement, effectivement, si je prends mon parcours, en fait, cette fonction commerciale, ce lien que j'ai pu créer avec mon client, avec mes équipes, avec mes collaborateurs, ce que j'ai développé sur la gestion de projet en allant à l'écoute des collaborateurs, les interactions, effectivement, et puis le recrutement. Quand j'ai basculé côté RH sur le recrutement, l'accompagnement, finalement le fil rouge de tout ça, c'était pas tant mes compétences commerciales ou mes compétences de gestion de projet, mais c'était vraiment la personne que je suis et la façon dont je suis avec les autres aussi, qui ont fait que à chaque fois, ce lien, j'ai su le créer, j'ai été performante, efficace. Et naturellement, quand je suis arrivée dans la fonction RH, je me suis dit, ça y est, j'y suis et je suis alignée, quoi. Je suis alignée véritablement avec ce que je suis, avec ma personne et ma personnalité, indépendamment de mes compétences métiers. Et c'est évident que aujourd'hui, au sein de l'enseignement, non seulement j'apporte cette expertise de par mes expériences différentes, mais finalement très complémentaires, puisque en fait, dans la fonction RH, et tu parlais du manager, le premier, doit incarner cette fonction des ressources humaines s'il veut être un bon manager. C'est vraiment... En fait, on doit tous porter un petit peu en nous de la fonction RH. Quel que soit le métier, j'ai envie de te dire, et quel que soit le niveau de responsabilité, indépendamment de ses expertises
RH qu'il faut pour construire. Et c'est vraiment un petit peu le cœur, l'organe vital qui va faire que tout s'articule bien autour pour une entreprise. Mais cette fonction RH, il est pour moi primordial, crucial, vital que chacun l'incarne un petit peu. C'est très basique, mais ça passe simplement par être un collaborateur bienveillant qui arrive le matin, qui dit bonjour, qui demande à ses collaborateurs comment ça va. Et voilà, c'est simplement cette fonction. Et puis au-delà de la bienveillance, parce que c'est pareil, le terme bienveillance, c'est un peu un mot un peu galvaudé qu'on voit, voilà, qu'on use et dont on abuse, parfois peut-être à tort et à travers. Et au-delà de bienveillance, c'est l'humilité. C'est l'humilité et l'attention à l'autre, vraiment. Voilà. Exemple, j'ai démarré sur mon job d'enseignante cette année. J'ai partagé mon parcours, bien évidemment, au début, quand je me suis présentée aux étudiants, en disant j'enseigne. Alors, j'enseigne entre guillemets pour la première fois, on va dire, dans un format académique comme tel, oui, c'était le cas. Après, j'avais d'ores et déjà animé des ateliers dans le cadre de mon parcours sur le recrutement, sur préparation aux entretiens, etc. Mais voilà, c'était ma première expérience académique, on va dire, en tant que telle. Et ce que j'ai dit aux étudiants, je vais grandir avec vous, je vais avoir besoin de vos retours pour m'améliorer. Ça sera forcément pas parfait. Donc je vais avoir besoin de vous pour me dire ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait, etc. Et ce qui fait que, en fait, de façon très concrète, chaque fin de module, voilà, en gros, j'avais des modules entre 14h et 20h, voilà, sur des sujets. Chaque fin de module, je demandais aux étudiants un petit feedback. Donc, par le biais d'un petit sondage de 4-5 questions que je mettais en place en leur demandant ce que j'avais bien fait, ce que j'avais moins bien fait, ce qui leur avait plu, ce qui leur avait moins plu. Et ça m'a permis de me réajuster tout au long de l'année comme ça sur ce qu'ils attendaient et sur ce dont je pouvais progresser. Et je pense que c'est ce qui a été particulièrement apprécié aussi de la part des étudiants, de ne pas arriver en terrain conquis et en sachant, mais vraiment la chance d'avoir des alternants, c'est ce que, en fait, je les ai pris comme tels en disant vous êtes des salariés, on est dans la même équipe et je vais essayer d'être votre capitaine. Finalement, j'ai retransposé mon expérience de manager un petit peu. Et puis voilà, on est parti pour une année d'aventure ensemble. Et le clou de l'année, un petit peu pour en revenir à ce que tu me posais comme question sur les méthodes d'enseignement, comment je m'y suis prise, etc. Il y a dans le cadre du BUT, donc un bachelor universitaire technologique, alors peut-être pour redonner le contexte aussi, le BUT, donc il y a eu une réforme du DUT, du diplôme universitaire technologique, il y a maintenant 3 ans. On a intégré en fait les licences, la 3e année, ce qui fait que de Bac plus 2 DUT, c'est devenu un Bac plus 3, un bachelor universitaire technologique. Et donc, dans le cadre de ces enseignements, il y a ce qu'on appelle des SAE, des situations d'apprentissage et d'évaluation. Dit autrement, en gros, c'est les projets pédagogiques. Les étudiants en ont 2-3 par semestre. Et donc c'est un sujet qui leur est donné, ils ont en gros 3-4 mois pour le travailler et puis ensuite ils sont évalués, ils le soutiennent à l'oral. Et donc là le challenge, sachant que j'ai appris aussi à découvrir nos étudiants, comment ils travaillent, ces nouvelles générations, comment elles abordent les choses, etc. Au premier semestre, on s'est rendu compte qu'ils ont beau avoir 4 mois pour le faire, ils ont plutôt à le faire la dernière semaine. Donc du coup, ça m'a un petit peu fait réfléchir et je me suis dit comment on pourrait trouver peut-être un autre format. Et en fait, j'ai proposé au département et donc de faire un format hackathon. En disant on les met pendant 2 jours.
voilà, ensemble, en équipe, et on les fait brainstormer, réfléchir sur un sujet. Et cerise sur le gâteau, pour que ça soit encore plus proche de l'entreprise, on va pas faire ça dans le cadre de l'IUT, mais on va faire ça en entreprise. Et là, tout le monde m'a dit ouais, super idée, génial. Donc ça a été un beau challenge aussi parce que il a fallu monter le projet, réfléchir sur le sujet, trouver des personnes aussi pour encadrer, accompagner tout ça. Et donc on a fini notre année, les étudiants ont fini 2 jours au sein d'Orange sur notre nouveau site à Sophia Antipolis en immersion avec des professionnels pour les encadrer, pour les évaluer sur un beau sujet de la fonction RH. Et en fait ça a été un effet waouh pour tout le monde, aussi bien pour les étudiants qu'on trouvait génial le fait d'être immergé dans la vraie vie avec dans des locaux plutôt sympas, avec des professionnels qui les ont coachés, un petit peu accompagnés tout au long de ces 2 jours, évalués par des professeurs et des professionnels. Une équipe d'enseignantes géniale parce que bien évidemment ça a été un travail d'équipe et donc des enseignants qui ont été partants, qui ont été enthousiastes, qui ont été impliqués aussi. Une entreprise réceptive, qui c'est un super sujet d'attractivité, de faire connaître aussi l'entreprise, ses modes de fonctionnement, ses locaux, etc. Donc je pense que ça a été une expérience gagnante à tous les niveaux pour tout le monde. Et les quelques retours effectivement qu'on en a eu nous incite fortement à renouveler l'expérience pour l'année prochaine. En tout cas, finalement, une pause ou un congé respiration qui finalement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est inspiration, expiration, exploration, introspection. L'entreprise, en fait, infuse dans ce dispositif Bachelor. Et finalement aussi, il y a de la transmission intergénérationnelle puisque finalement ta pédagogie s'est adaptée aussi à une génération qui travaille de manière assez différente. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais une question à me poser. Comment tu gères les moments de flottement de l'attention quand tes élèves sont en train d'explorer sur Internet ou sur ChatGPT les sujets ou les thèmes que tu évoques pendant le cours? Alors c'est une très bonne question je l'ai vécue bien clairement. Alors premier sujet, tu parles comment les étudiants ChatGPT ou enfin tout simplement l'usage du portable et du PC. Alors pour la petite anecdote, quand je suis arrivée à l'IUT, dans chaque salle de classe, il y avait une espèce de petite boîte comme ça et des compartiments. Et je dis tiens, donc j'ai posé naïvement la question, qu'est-ce donc, ça sert à quoi? Et là on m'a répondu c'est un amphithéâtre à portable. J'ai dit ok, mais encore, l'idée c'est suivant les professeurs, donc c'est une petite boîte pour ranger les téléphones. Donc à l'IUT, typiquement, j'ai posé la question de savoir s'il y avait des consignes par rapport à ça. Non, chaque enseignant était libre de pratiquer comme il voulait, portable, pas portable, etc. Bon, je me suis bien évidemment posé la question. J'avais des alternants, donc des salariés. Donc est-ce que quand un salarié arrive en entreprise, on lui demande de ranger son téléphone portable dans son casier? Je ne pense pas. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, ok, les considérant comme tels, j'ai autorisé le téléphone portable. Bon, les PC, ils prennent tous leurs notes quasiment là-dessus, donc le sujet ne se pose même pas. Donc ceci étant dit, par contre, on met des règles d'usage, de fonctionnement. S'il y a lieu qui soit sorti, ok, sinon, non. Et honnêtement, j'ai eu très peu de débordements par rapport à ça. Par contre, flottement, le moment de flottement où oui, t'arrives, tu démarres ton cours et puis là ça flotte tout de suite et tu parles 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et tu te dis là 4 heures ça va pas le faire quoi. Donc
Donc là, je me suis arrêtée. Et puis j'ai dit, je leur ai dit, écoutez, là, je sens que ça flotte. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet particulier? Est-ce que voilà. Et puis oui, entre autres, il y avait un sujet là, ils étaient un peu tous sous tension parce que il y avait pas mal d'évaluations, parce qu'il y avait notamment des fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation qui leur posaient souci et en fait qui prenaient le pas sur le reste. Et donc là, en fait, j'ai laissé de côté complètement mon sujet à moi, de mon cours. Et en fait, j'ai parlé du leur. J'ai parlé, on a posé leur sujet et on a travaillé sur ça. Et en fait, j'ai recapté, alors ok, entre guillemets, j'ai perdu 3 heures sur mon enseignement. J'ai rebondi, j'ai fait autrement, j'ai récupéré la fois d'après sous un autre format. Mais par contre, je les ai récupérés là sur les 3 heures de flottement et en plus de surcroît avec des grands merci à la fin parce qu'on avait évacué en fait un sujet voilà, qui clairement les parasitait. Donc j'ai vécu ça une fois et puis une autre fois où là pareil, alors c'était un matin tôt, 8h et pareil, là voilà, donc pareil, au bout d'un quart d'heure, hein, tu sens que ça prend pas et puis tu vois, parce que alors après, bien évidemment, il y a toujours un ou deux qui flottent, mais quand il y en a 100% qui flottent, donc là, j'ai dit ok, on pose les PC, on pose les téléphones, on va prendre l'air. Et là déjà rien que là, je les ai recaptés. Madame, comment ça on va prendre l'air? Je dis ouais, il fait frais là, c'est bon, on va aller voilà. Je suis allée toquer à la porte du personnel d'entretien. J'ai dit, vous auriez pas 2-3 balais à me prêter? Si. Ok. Voilà, je suis revenue avec mes balais. Ils m'ont regardé, les gamins, avec des yeux comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire, madame? Je dis, venez, on va prendre l'air, on va... Et donc, on s'est mis dans la cour de l'IUT. Et je les ai fait, c'est un petit jeu qui est pratiqué. En fait, tu prends un manche à balai, t'en mets en fonction de ton nombre, en gros 5-6 de chaque côté, avec le manche à balai posé comme ça. Et le but de l'exercice, c'est de façon collégiale et collective, arriver à poser le manche à balai par terre. Voilà. L'exercice en soi est anecdotique, mais ça a duré, on a pris 3 quarts d'heure. On a pris 3 quarts d'heure à rire, à prendre le frais, à quand même réfléchir, parce que une fois passé l'effet de surprise de se dire qu'est-ce qu'on fait là, mais madame, qu'est-ce que vous nous faites faire, de comprendre le sens. Il y a eu 2-3 tentatives. Et puis la 4e, ils se sont pris au jeu en se disant bon ok, faut qu'on y arrive, quelle stratégie on met en place là pour faire descendre ce truc, parce que du coup je les avais challengés, j'avais 3 équipes là. Et voilà. Et donc on a perdu 1 heure de temps ce matin-là aussi, mais par contre on est remonté en cours, ils étaient bien réveillés et puis voilà, on a travaillé sur le collectif. En fait, c'est ça qui est génial dans la matière des ressources humaines, enfin dans les ressources humaines au sens large, c'est que c'est toujours à double, voire à triple entrée. Tu as ton sujet que tu traites, le recrutement, la formation professionnelle, la GEPP, peu importe, il y a ton cœur de sujet. Et en fait, la façon dont tu vas le faire, tout ce que tu vas entreprendre à côté, voilà, va être aussi source d'enseignement dans les attitudes que tu mets en œuvre, etc. Le collectif, c'est un sujet qui est important. Voilà, il y a toutes ces notions transverses aussi d'agilité, de collectif, voilà, d'écoute que tu développes en permanence. Et en fait, c'est ça qui a été magique, c'était vraiment à double enseignement, à la fois
de compétences, mais aussi de développement personnel pour chacun. Et chacun a fait les courses de ce qui lui a plu, de ce dont il avait besoin. Et mon objectif à la fin de l'année, et je pense que c'était ça, c'était voilà, qu'ils aient bien évidemment acquis du contenu, de la matière, de la théorie et de la pratique, mais aussi qu'ils se connaissent mieux, qu'ils aient appris des choses nouvelles sur eux à la fin de l'année. Sur justement la connaissance de soi et finalement la construction d'un collectif, parce que c'est un peu l'expérience à laquelle tu t'es livré, quel type de profil tu as? Alors d'abord, est-ce que tu as réussi, toi, à détecter des types de profils parmi tes élèves? Est-ce que tu es allé jusque-là? Et si oui, qu'est-ce que tu aurais identifié comme grande catégorie? Alors, en fait, bien évidemment, l'effet collectif et l'effet classe, là, on peut imaginer que j'ai un échantillon un petit peu de tout. Alors, ce qui était super et ce qui m'a agréablement surpris, c'est que moi, là, j'étais déjà dans de l'enseignement où les jeunes avaient choisi leur filière et leurs options. Donc, en fait, majoritairement, c'était des gens qui avaient choisi d'être sur le parcours des ressources humaines. On n'était pas sur Théo-lycée ou voilà. Donc, globalement, déjà, ça a été mon premier rapport d'étonnement positif. C'est en gros, ouais, j'avais 90% des élèves qui avaient vraiment choisi la fonction RH par conviction. Après, dans tout ça, il y en a, voilà, j'ai vu évoluer et émerger des profils. Il y a ceux qui, alors si on fait référence à cette fameuse posture dont je parlais, il y en a qui naturellement l'incarnaient et je l'ai vu assez rapidement. Et je me suis dit, ces gens-là, finalement, quoi qu'ils fassent comme métier, ils incarnent déjà cette fonction RH dans leur façon interpersonnelle d'agir, dans leur comportement, etc., dans leur implication. Après, il y a ceux qui étaient un peu en mode découverte, et j'en ai eu 2-3 qui, au fur et à mesure de l'année, justement par cette connaissance de soi, de ce que moi je leur faisais passer, des messages que je leur faisais passer, à la fin de l'année sont venus me dire Madame Tristan, je me questionne finalement sur le parcours RH, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Et voilà. Et voilà. Et du coup, des étudiants qui, à l'issue, ont basculé en se disant que non. Et après concertation avec moi, donc alors ce qui a été génial, c'est que moi j'ai détecté, mais eux aussi l'ont détecté. Et ce qui a été pour moi facteur clé de réussite, parce que voilà, c'était comme ça que je l'entendais, pas moi qui aille vers eux en disant tu sais peut-être que tu devrais changer de filière, c'est venu d'eux. Et ça, génial. Et en plus de surcroît qu'ils viennent me demander un petit peu ma vision aussi, me partager, j'ai trouvé ça génial. Et j'en ai 2-3 du coup qui ont basculé, qui sont sortis, qui vont sortir de la filière RH. Et puis après, comme tout, il y a ceux qui l'incarnaient pas et puis qui n'avaient pas d'attrait particulier. Alors c'est toujours à la marge, bien évidemment, hein, ça touchera peut-être un ou deux individus. Mais qui vont rester, sur qui j'ai rapidement vu, moi, que je n'aurais pas d'impact ou pas de prise. Donc je ne me suis pas concentrée sur cela. Et puis, certainement par un manque d'humilité de ces gens-là et un manque d'ouverture. Et ben dans ces cas-là, la vie fera ce qu'elle a à faire, et puis ils feront leurs expériences, et puis voilà, jusqu'au moment où ils se trouveront ou pas. Mais voilà. Ouais. Je vais pas te demander dans quelle catégorie tu ranges notre apprenti du jour qu'on va interviewer. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous la présenter? Qui est-elle? Qu'est-ce qui a été particulier dans le fait qu'elle fasse son alternance chez Orange? Puisqu'en fait, le BUT, c'est ça, hein, ils sont tous alternants.
J'ai pas posé la question, mais tu avais un taux de féminisation de combien? Alors, fonction RH, on est quand même sur un taux de féminisation de entre 70 et 80%. Alors, on voit émerger de plus en plus d'hommes. Et je trouve ça génial. Et en plus, vraiment des hommes qui incarnent aussi cette fonction RH. Donc c'est chouette. Donc oui, fort taux de féminisation. Juste pour préciser ce que tu disais, en fait, dans le BUT, alors il y a les deux options, entre guillemets. Soit les étudiants font le choix de faire leur BUT, ce qu'on appelle en cursus initial, c'est-à-dire pas en alternance que sur de la théorie, soit en alternance. Alors, ça se découpe, en fait la 3e année est forcément en alternance. Et c'est très bien comme ça. Par contre, ils ont encore le choix sur la première année de ne pas être en alternance. Et dans le parcours RH, 2e et 3e année est en alternance. Donc on est encore sur des mix potentiellement. Voilà, donc pour en revenir à notre étudiante Lina, alors ça me tient à cœur parce que justement je vais pas spoiler, mais voilà, elle fait partie vraiment de ces personnes. Quand je l'ai rencontrée, Lina, c'est quelqu'un d'hypersensible, qui se questionne beaucoup, qui a besoin d'être rassurée. On a tout de suite beaucoup échangé avec Lina parce qu'elle est venue me solliciter et puis oui, parce qu'elle est venue me solliciter du coup et que j'ai répondu présent comme je l'ai fait avec chacun des étudiants. Ça a été un bel exemple d'introspection. Il y a eu la Lina de début d'année et il y a eu la Lina de fin d'année. Et il y a eu un vrai cheminement pour Lina tout au long de l'année. Et quand je dis ça, elle l'a ressenti, on a partagé. Moi, je l'ai ressenti aussi. Mais ce qui me l'a confirmé, c'est quand j'ai eu un autre professeur qui est venu me voir en me disant, en me parlant de Lina, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé avec Lina, dis donc, elle a vraiment évolué positivement et il y a vraiment eu un changement, une transformation tout au long de l'année. Et là, là on se dit ouais c'est chouette. Donc je ne veux pas spoiler son parcours, ça sera à elle de vous raconter. Mais elle rentre typiquement dans cette catégorie voilà, de se dire, de s'interroger tout au long de l'année, de prendre confiance en elle, d'évoluer. Et on est aussi sur, je pense que le rôle vraiment prépondérant des encadrants et des professeurs à ce moment-là et là, on a des jeunes qui se questionnent, qui introspectent, qui cherchent. Et c'est aussi l'importance de nous, enseignants, de leur donner du feedback en permanence, positif, constructif, pour leur permettre de prendre les bonnes décisions pour eux, leur donner un maximum d'outils et de confiance aussi, pour se dire, quelle que soit la voie que je choisis, si c'est la mienne et si c'est moi qui l'a choisie, ça sera forcément la bonne. C'est ça qui est important. Tu parlais de la relation entre professeurs et élèves. Dans la structure BUT, est-ce qu'il y a aussi des relations entre professeurs et tuteurs? Quand tu dis tuteur en entreprise? Ouais. Alors, oui, alors du coup, comme il y a des alternants, un alternant il a un tuteur en entreprise et puis il a un tuteur académique. Le tuteur académique doit aller visiter l'étudiant et son tuteur d'entreprise 2 fois dans l'année, 1 fois par semestre, bien évidemment. Donc c'est super important que la relation se crée. Voilà, si on en revient un petit peu à... Donc moi-même j'ai été tuteur académique avec 2 étudiants que je suivais. Comment je l'ai fait?
Exemple, voilà, je suivais une jeune fille qui était dans un hôtel en alternance sur Roquebrune-Cap-Martin. Et ben, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé sa tutrice, j'ai dit comment on peut se rencontrer. Donc, premier semestre, l'hôtel était fermé. Donc on a fait ça en physique à Nice, à l'IUT, avec la tutrice et puis donc l'alternante, ce qui me semble tellement évident. Mais force est de constater que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et puis deuxième semestre, c'était important pour moi que d'aller visiter l'alternante sur son site, donc à Roquebrune, pour découvrir. Alors oui, on aurait pu faire ça par téléphone, on aurait pu faire ça en visio. Mais non, j'ai pris ma petite voiture et je me suis fait presque 4 heures d'aller-retour, parce que du coup, j'habite à l'autre bout du département. Mais c'était magique. C'était magique de voir l'étudiante sur son lieu de travail. Elle m'a fait visiter le site, elle m'a présenté ses collaborateurs, elle m'a montré de façon concrète ce qu'elle avait mis en place, etc. Donc, et ce lien, il est important aussi. Et ça fait vraiment aussi toute la différence dans la relation que tu crées à la fois avec l'alternant et puis les entreprises aussi. Du coup, j'ai eu des super retours. Ça a été vraiment aussi particulièrement apprécié de la part de l'entreprise que je me déplace, que je vienne rencontrer aussi l'entreprise qui accueille, qui a besoin aussi de se sentir écouté, valorisé. Voilà. Sachant que dans mon cas, j'avais pas de problématique particulière, mais on peut être aussi confronté des fois à des difficultés de la part de l'alternant au sein des entreprises, etc. Donc on en revient à cette importance de créer le lien et de l'incarner aussi dans l'attitude. À ce stade de notre entretien, on va écouter le témoignage de Lina et de sa tutrice, Léa, et on se retrouve tout de suite. Léa Nachtrip, je suis pilote d'activité à la CA Boucle Locale à Nice, et je suis du coup la tutrice de Lina. Et moi, Lina Galjoul, je suis étudiante en alternance du coup à l'IUT Nice-Côte d'Azur, et j'occupe le poste de pilote d'activité client réseau à la CA, et Léa, ma petite tutrice. Tu es en 2e année, je crois, de BUT, oui, donc c'est ta première année d'alternance. Oui. En quoi ça consiste ? On va plutôt programmer le plan de charge des techniciens, donc leur affecter des interventions, leur préparer les plans de charge du lendemain. C'est plutôt de la conduite d'activité en génie civil. Oui. Comment on peut qualifier, Léa, le fait que tu sois tutrice de Lina, comment ça s'est décidé et quel est vraiment ton accompagnement dans ce tutorat ? Alors du coup, on fait concrètement, plus ou moins la même activité, juste sur 2 domaines différents en fait, mais finalement les tâches sont les mêmes, même si les process et la technique changent, ça reste assez similaire. Et du coup, l'accompagnement se fait aussi beaucoup au niveau de l'IUT. Là, elle prépare son mémoire, c'est plus les relations entre l'IUT et l'entreprise, préparer les examens qu'elle a à faire pour l'école, les devoirs qu'elle a à rendre, ce genre de choses. On a quand même tout le temps des échanges et... C'est un peu l'apprenti de tout le monde. C'est l'apprenti du groupe. Ouais, c'est ça. Toi, Léa, tu avais déjà été tutrice auparavant, ouais. C'est ta première fois, non ? Non, j'avais déjà été tutrice. Parlons de ton activité à l'IUT. Donc déjà, qu'est-ce que tu prépares comme bachelor ? Alors moi, c'est un bachelor en gestion des entreprises et des administrations. Donc pour la 2e année, j'ai choisi la spécialité RH, ressources humaines. Et là, pour la 3e année, j'ai décidé de poursuivre en management. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver encore un lien plus fort avec mon activité professionnelle et ce que j'apprends à l'IUT. Qu'est-ce que tu as découvert dans cette 2e année de GEA et dans le domaine RH ? Qu'est-ce que tu as découvert qui te servira justement même si tu pars sur le management ? C'est vrai que la formation elle a quand même un gros tronc commun, donc avec des matières que je retrouverai dans n'importe quelle autre option. En ressources humaines, il y avait beaucoup plus de droits. En management, ce sera plus du marketing, des business plans, tout ça. Donc ce que je pourrais apporter de la RH au management, c'est
peut-être l'aspect humain justement, parce que dans les travaux de groupe, surtout en management, dans les business plans, les SWOT, tout ça, c'est important de savoir écouter tout le monde et de réunir toutes les idées et voilà, d'avoir une bonne cohésion d'équipe. Il y avait une particularité dans cette classe, dans cette année, c'est qu'une des professeurs était elle-même d'Orange. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça a apporté au groupe, le fait d'avoir un cadre ou un salarié d'Orange dans ce cursus ? Alors du coup, moi j'ai eu l'opportunité de faire une première année sans avoir Madame Tristan pour le coup. Et c'est vrai qu'elle nous a permis de sortir du cadre scolaire, de sortir de nos habitudes, notamment pour les SAE, le fait qu'on se rende dans un autre endroit pour faire la SAE, moi j'ai trouvé ça super. En fait, c'est une superbe idée, elle avait plein d'idées géniales et avec beaucoup de travail et d'investissement, elle a réussi à nous en faire part et à nous en faire profiter. Et c'est vrai que d'avoir des expériences, des avis et de l'organisation différente, c'est que bénéfique pour nous parce qu'au final, même quand elle faisait intervenir certaines personnes, on apprend plus, on côtoie encore plus de gens, donc notre réseau s'agrandit, surtout avec LinkedIn aussi, le réseau dont elle nous a beaucoup parlé. Et non, franchement, c'était super. Léa, et toi-même, donc, qu'est-ce que ça t'apporte le fait de tutorer comme ça des jeunes alternants qui démarrent à peine leur vie professionnelle, qui sont encore en construction? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi ? Moi, je trouve ça génial parce que j'aime bien ils ont toujours un regard neuf, un regard extérieur. Je suis pas encore très vieille, mais il y a quand même toujours ce truc au bout d'un moment, on n'est plus à la page, quoi. Il faut se rendre à l'évidence. Et non, plus sérieusement, c'est vraiment, ils ont toujours plein d'idées, ça permet d'apprendre. En plus, on a fait le même cursus avec Lina, j'étais en alternance dans le même IUT, j'ai fait la même formation, donc ça permet de voir ce qui a évolué, ce qui n'a pas changé, comment les choses ont évolué depuis. Et globalement, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de choses d'avoir un alternant, surtout investi, parce que Lina est vraiment investie dans son travail et sérieuse, etc. Donc, ça apporte vraiment... Non, mais ça apporte vraiment beaucoup de dynamisme à l'équipe et des idées. Et un souffle un peu nouveau dans l'équipe. Je trouve ça bien. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter avant de conclure ? Ça m'a un peu stressée au début, cette petite interview. Mais au final, ça va. Ça va, merci du coup, parce que... c'est encore une expérience nouvelle et que j'ai eu l'opportunité de faire, du coup, donc merci. Et en plus avec Léa, donc c'est encore mieux. Voilà Emmanuel, donc c'était le témoignage de Lina et Léa. Revenons maintenant sur la partie congé respiration lui-même. Là, on a vraiment fait tout le tour de ton expérience au sein de l'éducation nationale. Qu'est-ce que alors, tu nous avais déjà en préalable évoqué pas mal d'éléments de la manière dont tu voyais ce congé, qui pour toi n'a pas été effectivement des vacances. Qu'est-ce que tu retires en conclusion de tout ce qu'on a évoqué ? Et j'ai presque envie d'ajouter, pour toi, ça serait quoi alors la suite idéale avec cette belle expérience ? Là, tout de suite, comme ça, merci Orange. Merci Orange d'avoir créé ce dispositif. Enfin, voilà, pour moi, ça a été j'ai même pas de mots en fait. Ça a été tellement une année riche sur tous les plans. J'ai développé de nouvelles compétences. En fait, j'ai eu la sensation d'être dans un laboratoire à grande échelle en permanence. J'ai découvert un univers, l'univers de l'enseignement.
Il a fallu que je me remette en question tout le temps parce que, alors, au mois de septembre, pour la petite anecdote, voilà, j'étais en mode pop et dop, c'est génial, youhou! Et puis, au mois d'octobre, là, quand je me retrouvais devant mon écran à devoir faire les cours, je me disais, mais waouh, dans quoi je me suis embringuée. Et puis voilà, et puis après, novembre, j'ai trouvé ma vitesse de croisière, et voilà, mais j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai fait des rencontres absolument fabuleuses dans les enseignants, dans les étudiants, dans les entreprises. J'ai fait beaucoup de veille RH aussi. Du coup, je me suis aussi beaucoup nourrie de tout ce qui pouvait se faire sur le département, des communautés, etc. Donc vraiment une année fantastique. Du coup, la suite, j'ai envie de dire, oui, qu'est-ce que fait Orange de tout ça? Finalement, c'est toutes ces nouvelles compétences, comment j'ai grandi, comment Orange sait s'en servir. Voilà, moi je ramène tout ça dans ma boîte à outils, dans mon attitude, dans ma façon d'être. Je ramène tout ça au 1er septembre chez Orange. Qu'est-ce qu'Orange va en faire, va oser en faire? Je suis impatiente de le savoir. Bon, on va laisser la question ouverte et en suspens. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir pour faire le point sur ce qui s'est passé dans les semaines et les mois qui ont suivi. En tout cas, merci très sincèrement à toi. Ça fait la 2e fois que tu te livres comme ça devant nos caméras. En tout cas, vraiment au plaisir de nous retrouver à d'autres occasions, Emmanuelle. Merci beaucoup. Merci Pascal.